today with a presentation on on the meaning of super diversity in work. Je vais surtout parler en français, donc, mais il y a des parties en anglais. J'ai essayé de faire ça un peu translinguistique, disons. J'ai mené de 2013 à 2017 une ethnographie pour comprendre le rôle que joue le bilinguisme français-anglais dans la mobilité sociale et géographique des travailleurs canadiens en provenance du Nouveau-Brunswick, une province de l'Est du Canada, que j'avais choisi à l'époque pour deux raisons. La première, parce que c'était une province qui, après le Québec, affiche le plus haut taux de bilinguisme anglais-français au Canada. Et deuxièmement, parce que c'est une province qui connaissait qui connaît encore un décroissement démographique. C'est-à-dire que la mobilité géographique commence à être un espace pour comprendre le rôle que joue le langage. Donc, un instant. J'essaie de faire trop de choses en même temps. En fait, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est inviter à la fois la sociolinguistique et le discours sociolinguistique à réimaginer le lien qu'il imagine entre la mobilité sociale et les pratiques linguistiques. Dans ce cas-ci en particulier, entre la mobilité sociale et la définition du bilinguisme au Canada. So flip the script. Why do we think language allows an access to social mobility? What if instead we thought that resources define which languages have value, which is kind of a Bourdieusian framework? Et ici, en fait, dans l'ethnographie que j'ai menée c'était une ethnographie multisite où je m'intéressais au parcours de vie des travailleurs de trois secteurs, dont des travailleurs de la fonction publique, donc des travailleurs du Nouveau-Brunswick qui migraient vers Ottawa pour la fonction publique, des travailleurs en entrepreneuriat et des travailleurs des sables bitumineux. Et j'avais aussi complémenté l'ethnographie d'une ethnographie institutionnelle de discours et d'entretien avec des travailleurs des politiques publiques qui imaginaient en fait des liens entre langue et mobilité sociale ou mobilité géographique. Et ici, on a une représentation de ce discours-là, qui est Mélanie, qui lors d'un atelier du gouvernement sur la socialisation linguistique disait « Il faut que les parents comprennent que s'ils veulent que leurs enfants soient vraiment bilingues, il faut leur apprendre le français le plus tôt possible et les entourer de français. » So there's this willingness amongst amongst not only francophone but amongst bilingual activists and francophone activists in Canada to imagine that there's a particular way of speaking both French and English, which is the double monolingualism that Heller speaks about, or that Silverstein speaks about, which is the way for children to be upwardly mobile. So I want to trouble this with, I'm going to focus, while I had three groups of workers, I'm going to focus on the oil sand workers because they really troubled this perspective. Il faut savoir que les travailleurs des sables bitumineux gagnent en moyenne des salaires de 90 000 à 110 000 $ par année, ce qui est bien au-delà de la moyenne des salaires au Canada, qui est d'à peu près 56 000 $ à l'époque où je menais l'enquête. Et il y a un des participants, par exemple, des sables bitumineux, qui était très fier de dire que lui, pour sa part, cette année-là, il avait payé en impôts le même montant de salaire le même montant d'argent que son père avait gagné en salaire pour la même année. So for like this new gateway to social mobility. So je vais suivre les liens entre idéologie linguistique et redistribution, and in a way that's engaged with the notion of super diversity, which was central to this panel, where Vertovec tells us and defines it as engage modes and policies. Sorry, I have to move still. Modes and policies that produces new hierarchical social positions, statuses, and stratifications. These in turn entail new patterns of inequality and prejudice, including emergent forms of racism, new patterns of segregation, new experiences of space and contact, new forms of cosmopolitanism and creolization. And I pulled this citation in part because of the mention of like new
new ways of, new forms of racism, but also this idea that there's new forms of, like I kind of saw creolization as translinguism in a way, and I thought that this perspective was interesting. I'm approaching the question of ideology, translinguaging through the lens of social structures to kind of enter in dialogue with questions of either cognitive, like where does bilingualism go in the brain, as we saw this morning with Jim Cummins' presentation, or even interactional approaches, which is like the front order, which Angela Lin was talking about. Like, how do all these things come together? I don't see them as opposed, I see them as being structured together. Et donc, la question que je pose, c'est que veut dire la restructuration du travail en termes de classe sociale et en quoi le travail participe-t-il à la reproduction ou la transformation des idéologies langagières? Namely, vous allez voir, la petite caption Instagram avait vraiment frappé parce qu'on voit ici cette déconstruction du lien entre l'investissement dans l'éducation, so in a way academic language and access to academia, et la mobilité sociale. I know of operators who are making more than people with PhDs, and then c'était une campagne de promotion des collèges communautaires de l'Ontario et des trades de l'Ontario. Passions are important, so are paychecks with great demand and earning potential. The trades are future-proof career paths. Le contexte dans lequel émerge cette réflexion sur la mobilité sociale et les liens avec la langue, c'est celui où les sociolinguistes ont documenté deux tendances au sein du marché du travail qui sont en train de restructurer ou de transformer le lien qu'on pourrait faire assez facilement entre parler des langues standards mène à une mobilité sociale. D'une part, il y a une certaine taylorisation ou marchandisation, commodification du travail, où les capacités linguistiques, l'acquisition de capacités linguistiques souvent standardisantes, vont former une partie de la parole d'œuvre, comme l'aura appelé Alexandre Duchesne, et vont en fait devenir une pratique linguistique devenue compétente pour des travailleurs qui maîtrisent certaines formes linguistiques, qu'elles soient standardisantes ou authentifiantes. Par exemple, comme dans les travaux de Bea Lorente, où les travailleuses philippinos maîtrisaient l'anglais et arrivaient à distribuer l'anglais à leurs... c'était des nannies, des gardiennes qui distribuaient l'anglais à leur charge. Et elles étaient embauchées pour ça, pour la maîtrise de l'anglais. D'un autre côté, l'autre tendance qu'on observe, c'est ce que Ilona Gershon appelle et Bonnie Ancioli appelle des entrepreneurs of the self, c'est-à-dire que les travailleurs doivent se concevoir eux-mêmes comme des amas de compétences, dans le cadre duquel la langue devient pas nécessairement un facteur définitoire. C'est une compétence parmi d'autres que peuvent mobiliser les travailleurs pour avoir accès au marché du travail. Et ici, c'est une compétence qui pourrait être équivalente, par exemple, dans les amas, au fait d'être capable de lever 50 livres, qui revenait régulièrement dans les données, ou au fait de savoir prendre des risques et tirer avantage de situations économiques. Les sables bitumineux sont un espace intéressant pour comprendre la diversité. C'est un espace intéressant parce que c'est un espace super divers. En fait, les compagnies vont organiser le travail pour s'assurer de pouvoir attirer de la main-d'œuvre de partout au monde. Et si moi, je m'intéressais à des travailleurs originaires du Nouveau-Brunswick, eux étaient en contact avec des travailleurs de plusieurs autres parties du monde, par exemple de la Somalie, les Somaliens revenaient régulièrement, le Mexique, l'Amérique latine, la Croatie. Donc, c'est un espace de contact. Et donc, c'est aussi un espace translinguistique où les travailleurs, s'ils disaient devoir apprendre l'anglais ou être fiers d'apprendre l'anglais, et ça, je vais y revenir sur l'apprentissage de l'anglais, dans les espaces des espaces du sable bitumineux, ils considéraient que l'apprentissage n'était pas formel et ils considéraient que c'était un espace plutôt multilingue. Donc, l'assistante de recherche a posé la question à un des participants, le monde avec qui tu travailles, les autres, ils parlent en français, en anglais? Et André répond, la plupart que j'ai travaillé, ils parlaient français, mais pour ceux qui parlaient juste français, tous leurs partenaires étaient tous en français. Fait qu'il n'y a personne vraiment qui a eu de la misère avec leur langue là-bas. Que tu es français ou anglais, ça n'a pas d'importance à travailler en Alberta. Et ici, je devrais dire que dans les données, quand les participants parlent de français ou anglais, ils se réfèrent à des francophones et des anglophones au Canada. Un autre exemple de superdiversité, c'est il y a 4 ou 5 mentions de contact avec d'autres groupes. Et donc, il y a Carl, par exemple, qui nous dit, pour des Somaliens, là, c'est juste pour le fun, c'est juste pour leur démontrer, ils s'amusent à apprendre des mots.
Et c'est juste pour leur démontrer un peu de respect, là. Eux autres, ils se pratiquent en français. Moi, je leur montre une couple de mots en français. Eux autres m'en montrent dans leur langue. L'apprentissage des langues donc, est assez présent sur les sables bitumineux et j'avais 12 participants des sables bitumineux et des 12 participants des sables bitumineux, 9 d'entre eux ont dit avoir appris l'anglais une fois rendus en Alberta. C'est-à-dire qu'ils sont originaires du nord du Nouveau-Brunswick et ils ne parlaient pas l'anglais auparavant. Donc, on considérait qu'ils n'avaient pas réussi à l'apprendre auparavant. L'acquisition se fait de façon très informelle et j'ai enlevé certaines des données, la donnée qui avait inspiré le titre, mais un des motifs qui revenait régulièrement par les participants, c'était tant qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient en anglais ou en français, parfois dans d'autres langues, mais ils ne considéraient pas qu'ils devaient fonctionner régulièrement à l'écrit parce qu'ils doivent écrire des rapports de risque qui peuvent être assez développés parce qu'il faut qu'ils identifient les risques pour les prochains quarts de travail, pour les prochaines équipes qui vont rentrer. Et donc, c'est un bilinguisme assez flexible et il rapporte que ça ne dérange pas que ce soit que les compétences soient standards. Et en fait, ils vont souvent opposer, comme le feraient des sociolinguistes, ce qu'ils appellent des langues, en quelque sorte, à des pratiques communicatives et considérer que la langue peut être un risque aux bonnes pratiques communicatives. C'est-à-dire qu'ils vont faire une opposition. On voit aussi que l'acquisition du bilinguisme pour eux est informelle et flexible et les participants en lien avec, soit dans leur propre parcours de vie ou en comparaison avec les participants qui, eux, travaillaient pour la fonction publique ou travaillaient en entrepreneuriat, vont souvent, les participants des sables bitumineux vont souvent dire avoir des difficultés à apprendre les langues, sauf de façon informelle. Et donc, Danica, par exemple, avait fait une formation en coiffure à Ottawa. Elle était originaire du Brunswick, elle a déménagé à Ottawa. J'avais pogné cette job-là. Ma professeure m'avait aidée parce que j'étais juste française. Mais après, quand j'ai voulu aller dans un autre salon pour travailler à temps plein, c'était vraiment juste en anglais, puis j'ai pas été confortable avec ça, puis j'ai pas continué. Elle est retournée au Nouveau-Brunswick. Elle voulait apprendre l'anglais. Elle est allée faire un stage d'immersion en anglais dans une autre province. Encore une fois, elle dit que ça ne lui rentrait pas dans la tête. Elle n'arrivait pas à apprendre l'anglais. Et c'est quand j'ai été dans l'Ouest, là, travailler dans une raffinerie de pétrole, c'est là que j'ai commencé à apprendre. J'ai écouté beaucoup de monde parler. Puis là, je me disais, ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc, on est vraiment dans un espace d'apprentissage informel des langues qui va souvent mener à en fait, dévalorisation de leurs propres compétences linguistiques, mais en même temps, ils sont fiers d'être bilingues. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'iconisation du bilinguisme et des langues standards qui s'accompagne de ce que Johnson Rosa a appelé the ideologies of languagelessness, où ils vont se concevoir eux-mêmes comme n'étant pas linguistiquement compétents, même s'ils apprennent l'anglais assez pour fonctionner. Un autre des aspects intéressants de la superdiversité dans les données, c'est la gestion et l'organisation du travail va quand même mener, comme l'annonçait Verturbeck, à la reproduction de certains discours qu'on pourrait considérer comme étant des discours racio-linguistiques ou des discours autour de la citoyenneté linguistique ou de qui devrait avoir quel droit au sein des sables bitumineux par rapport à soit à leur appartenance nationale ou soit à leur capacité linguistique. J'ai choisi cet extrait-ci et il y en a d'autres dans les données qui sont où on voit plus de compétition, c'est-à-dire ils vont dire, ah ben nous les francophones, on devrait avoir plus de droits que des immigrants, par exemple. Mais j'ai choisi cet extrait-ci pour deux raisons, parce qu'il démontre bien les tensions, mais il démontre aussi la place du français dans les sables bitumineux, ce que je trouve intéressant. Donc, Danica est maintenant gérante de nettoyage dans un camp, puis elle raconte, ils, les immigrants, savent pas plus l'anglais eux autres, là, des immigrés. Et ça, OK, puis des francophones disent que les immigrants prennent trop de place. Donc, oui, les meetings des francophones chialent là. Dis ça, OK. Comment ça se fait que vous prenez eux autres pour travailler dans la buanderie? La buanderie, c'est un travail plus facile. Ils ne parlent pas assez français. Donc, les équipes francophones souhaiteraient que les buanderies fonctionnent en français. Mais il y a des employés qui ont transféré là pour des questions de santé. Lisa dit, OK, il faut savoir que les sables bitumineux sont syndiqués. Lisa dit, OK, Danica, oui, pour stress, parce que c'est un travail à la chaîne, hein, la buanderie, donc c'est plus facile. Tandis que housekeeping, c'est plus physique. C'est physique housekeeping. Faut que tu lèves plus que 50 livres housekeeping. J'imagine qu'il me reste peu de temps, donc... environ 10 secondes. Ah,
Parfait. Donc, j'arrive à ma conclusion. En fait, ce que j'aimerais retenir de ces exemples, c'est que la superdiversité, quand on pense la superdiversité, le marché du travail, on voit en fait des secteurs où il y aurait des transformations ou des façons de capter différentes idéologies émergentes en lien avec la mobilité sociale, notamment que l'accusation du standard peut être déplacée comme porte d'accès principale à la mobilité sociale, ce qui m'amène à mon argument, comment est-ce qu'on pourrait y penser autrement? Quel est notre attachement en sociolinguistique à cette idée que l'apprentissage de certaines formes ou qu'il y a certaines recettes pour assurer la mobilité sociale? Ceci dit, l'organisation des équipes de travail mène à des luttes pour des ressources qui reproduisent ces idéologies ratio-linguistiques. And distribution plays a role in the structuration and transformation of language representation and ideologies. Adding a distributive analysis to critical and racial linguistic analysis seems to be kind of a fruitful way to keep thinking about these issues of translingualism and super diversity. Merci.